Pilote Podcast. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau pour ce nouveau podcast de Pilote Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Victorien qui vient fraîchement de passer son ATPL. Et en plus, il va nous raconter un petit peu tout son parcours, comment il en est arrivé jusqu'ici. Victorien, sois le bienvenu, comment vas-tu ? Bah écoute, salut Nicolas, ça va super et toi ? Bah écoute, nickel. Alors je vais te demander de te présenter en quelques mots. Je sais pas si tu connais le principe, on parle d'abord du pilote et puis après on rentrera un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Bon bah écoute, bonjour à tous, moi c'est Victorien Lefebvre, du coup j'ai 24 ans, je vais bientôt sur mes 25 dans quelques mois. Ouais. Donc que dire dans l'aviation ? C'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné. Ça vient du côté de mon père, parce que je pense que tu connais Philippe, etc. Ouais. Mon grand-père qui était pilote de chasse et mon papa qui était contrôleur aérien et qui est toujours instructeur. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné cette passion aéro. Donc j'ai fait mon école à Soissons, où j'ai eu mon PPL en mai 2019. Donc il y a déjà ça file, hein, il y a déjà 7 ans bientôt. Ouais. Puis écoute, j'ai monté mes heures. Et ensuite j'ai commencé à voler à Reims, dans les 2 aéroclubs qui sont sur la plateforme. Et là dernièrement je vole à Laon. Sur des R220, sur des R400, ce qu'il y a de plus classique en fait. Ce qu'il y a de plus classique. La crèmerie française. Ouais. Alors tiens, comment que ça s'est passé dans ton entourage ? J'imagine ça s'est plutôt bien passé parce que le terrain il y a plutôt un terreau favorable. Mais quand tu leur as annoncé que tu voulais passer ton PPL, ça a été plutôt bien accueilli. Comment que ça s'est ? Où ils se sont dit encore un en plus dans la famille qui... Ouais, écoute, je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu d'étonnement en fait, parce que quand j'étais tout petit, c'est vrai que mon papa m'emmenait beaucoup faire de l'avion à Cannes, etc. Donc moi c'est ce qui me faisait déjà rêver. Je disais en fait ça a été vraiment un déclic. Je me suis vraiment pas pris la tête, pour le coup ça a été direct. Je voulais en faire mon métier en fait. Et c'est vrai que ces souvenirs là, je me suis dit pourquoi pas moi ? Je pense que j'ai ma chance. Et donc j'ai déjà passé mon PPL et en fait au début je voulais vraiment faire pilote comme je t'ai dit, mais après je me suis posé des questions, peut-être en grandissant un peu plus, parce que quand t'es petit t'as beaucoup d'insouciance, hein, c'est ça qui est super. C'est ça, ouais. En fait j'avais des lunettes et je me suis dit avec tout ce qu'on entend autour, c'est cette fameuse fameux stéréotype. C'est ça, tu pourras pas être pilote, et quand t'entends les profs, etc. à l'école, tu vois, ça te décourage peut-être un peu, tu vois. Et en fait un jour je tombe sur je devais avoir 14, 15, 16 ans et puis je tombe sur des reportages dans des écoles où des mecs ont des lunettes et apprennent à piloter sur des avions pour être pro, et je me dis en fait je vais pouvoir le faire. Et là à partir de ce moment j'ai appris une confiance maximum pour pouvoir me lancer dans ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Voilà. C'est fou cette légende urbaine des lunettes. Je crois que je l'ai entendu 1000 fois dans ma vie en fait. Et jusqu'à il y a encore avant que je passe le PPL, j'ai toujours cru morticus qu'en fait dès que tu avais des lunettes, tu ne pouvais pas. Alors c'est encore valable dans l'avion, dans l'armée quand même. Mais dans la ligne, il faut être clair, ça pose aucun problème. C'est ça quoi. En fait, les gens sont souvent étonnés et c'est toujours assez marrant de leur répondre. Et c'est un des mythes, hein, donc on peut pas leur en vouloir. C'est quelque chose et je pense que c'était le cas avant. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que ça a réellement existé à un moment donné ? Non, après oui, je pense aussi parce que les normes aéromédicales ont vachement évolué en fait depuis. Mais c'est sûr qu'à l'époque, non, fallait vraiment avoir une vision parfaite quoi. Si tu étais né avec des lunettes, c'était c'était mort quoi. Mais c'est sûr que même même quand tu fais ça étonne toujours les gens, même quand tu fais de l'avion en aéroclub, c'est sûr que c'est vrai. Tiens, justement, on va revenir ton premier lâcher solo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est pas si loin du coup parce que t'es quand même jeune comme tu le dis. Est-ce que tu te souviens de ton premier lâcher solo et sur quel appareil, tiens ? Écoute, ça devait être en septembre 2019 sur un DR400. J'adore beaucoup Dijon, hein, parce que c'est super ville. Et des super avions aussi au passage. Et donc petit tour de piste dans des conditions, il faisait un grand ciel bleu, c'était à Soissons d'ailleurs, du coup.
Et là, papa, du coup, qui a fait toute mon instruction quand même. C'est cool. Voilà, c'est la transmission en fait jusqu'au bout, même pendant les heures de vol. Ouais. Me dit, je te lâche, etc. Et à quel moment en fait, quel moment unique quand tu commences à rouler, il n'y a plus personne à droite. Ouais. Quand tu. Alors, il y en a beaucoup qui disent que ça décolle plus vite. Ouais. Moi, j'étais quand même beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le stress. Enfin, pas forcément stressé, mais je me dis, c'est un moment unique quand tu penses que à ça. Et puis, quelque chose de super, quoi. Je pense que tout le monde s'en rappelle. Je pense que toi aussi, tu t'en rappelles, Nico, pour le coup. Mais c'était, je pense, papa peut-être un peu stressé parce que j'étais quand même son fils, tu vois. Bon, je dis pas qu'il stresserait pas avec un autre élève qui serait pas de sa famille, mais quel moment super, quoi, cette sensation d'être même si c'est un tour de piste, ça reste un moment unique, d'être enfin tout seul. Tu te dis, c'est moi qui pose l'avion, c'est moi qui le décolle. C'est tu vois, c'est top, quoi. C'est une sensation. C'est ça, c'est une super émotion, c'est une concentration qui est height. Franchement, c'est top. C'est pour ça que j'aime bien reparler de ce moment-là. C'est un moment que je pense que tout le monde s'en rappelle, tu vois, même des vieux commandants aujourd'hui, tu leur dis ton premier lâcher solo, c'est toujours un moment exceptionnel, quoi. C'est ça. Et cette sensation, alors du coup, toi t'étais, on va revenir un petit peu là-dessus, t'étais dans quoi? T'étais un petit peu dans la peur, dans la... Comment que ça s'est... Je sais que moi, j'étais entre un mélange de peur et de... entre guillemets de bonheur, en tout cas de reconnaissance, de confiance qu'on me donnait. T'étais dans quelle émotion, toi? Écoute, peut-être un peu peur. Alors, je pense qu'il y avait quand même un peu de peur. Je m'en souviens pas d'avoir une sensation de peur comme ça, mais je sais que j'ai pas eu toujours. Ça va mieux aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, j'ai pas eu toujours confiance en moi. Je pouvais douter de mes capacités assez facilement. Donc je pense qu'il y avait un peu de stress, il y avait un peu de joie aussi parce que comme je te le disais, tu vois, mais et après je me suis dit écoute, en fait, s'il te dit d'y aller, je pense que tu peux le faire. J'avais fait pas mal de planeurs avant. Donc je pense que ça peut aider. J'ai fait mon vol solo en planeur après, et donc c'était moins stressant parce que j'étais déjà passé par la case avion. Du coup, c'était c'est, je pense, un peu de stress quand même, tu vois, de te dire t'es tout seul, tu vois, je veux dire, il peut c'est le fait peut-être de se retrouver un peu seul, tu vois, et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Après tu te rends compte que l'avion vole très bien. Si t'as été lâché, c'est que quelque part tu le méritais. Donc voilà. Puis moins t'y touches, mieux c'est. C'est ça. Ça vole tout seul, C'est ça. Moi, je te dis, tu lâches les corobes avec les gens, faut pas trop le faire parce que les gens ont tout de suite peur. Mais bon, là, un avion, voilà, ça vole, ça a des plumes. C'est exactement ça. Tiens, on va revenir sur une tradition un petit peu qu'on a chez Pilote Podcast. Est-ce que tu peux nous rappeler depuis combien de temps tu voles? Et c'est vrai qu'on aime bien parler du nombre d'heures. Alors, il n'y a pas de discrimination, mais c'est juste le petit clin d'œil à la tradition Pilote Podcast. Écoute, du coup, ça va quasiment faire 7 ans. Et en 7 ans, j'ai fait 463 heures. Ok. Donc, j'ai pas mal volé. En fait, j'ai fait un peu l'inverse de ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire que les gens passent la TPL et ils font leur mûrissement pendant ou après. Et moi, en fait, je l'ai fait avant. Parce que, en fait, j'étais en études, etc. Ça, j'y reviendrai peut-être plus tard. J'ai pas toujours étudié, du coup, directement tout ce qui peut être lié à l'aviation. Et en fait, à côté, j'avais un petit travail le week-end. En fait, ça m'a permis de financer des heures que je me suis payé. Et j'avais l'avantage d'être toujours à la maison parce que j'étudiais à Reims. Du coup, bon, évidemment, ça a été un avantage qui fait que je n'ai pas eu trop de charges à payer. J'avais quand même un salaire à côté qui me permettait de faire quelques heures et aussi d'emmener des gens, des amis, etc. Et puis de leur faire découvrir la région vue du haut. Donc ça, c'était super aussi d'emmener quand t'emmènes tes potes, quand tu leur dis cette troisième dimension. Elle est... et puis les gens, ils sont toujours assez étonnés. Je pense que tu sais très bien de quoi je parle, mais c'est super cool de partager ça avec des amis. Mais alors, du coup, tu disais que tu avais fait des études dans un autre milieu. Tiens, est-ce qu'on peut te demander dans quel milieu t'étudiais avant, en fait? Écoute, avant, j'ai fait donc 2 ans en DUT en gestion de logistique et transport, donc à l'IUT de Reims. Ensuite, j'ai enchaîné sur une licence en économie, donc administration économique et sociale. Et par la suite, j'ai fait une année de master RH. 2 années, la deuxième que je n'ai pas eu. J'ai fini par comprendre que c'était pas ce que je voulais faire. En fait, c'était pour avoir un espèce de backup. C'est ce que j'explique généralement aux gens. Parce que bon, tu le sais comme moi, mais l'aviation, ça reste le marché est très 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 cyclique, notamment avec des cas de figure qui peuvent se passer, comme en ce moment par exemple.
Donc je voulais quand même avoir un safety net quoi. Mais au final je me suis rendu compte que cette année de master, ces années de master n'étaient pas quelque chose que je voulais faire dans les RH. Je me suis vraiment demandé après coup pourquoi t'as fait ça en fait, parce que t'aurais peut-être dû choisir autre chose. Et donc voilà, et après je me suis lancé dans la TPL directement, à distance. Et ensuite, je suis allé faire un tour du côté des Irlandais. Voilà, c'était super cool aussi. On va en parler. Tiens, juste avant, je te replace. On va reparler. On va revenir un petit peu sur toi. Juste, quelle est la place que tu donnes aujourd'hui dans ta passion pour l'aviation? Est-ce que alors on a reçu un petit peu tout le monde dans le pilote podcast. On en a qui arrivent à couper le cordon et à faire la part des choses avec leur famille et à mettre ça de côté. On en a à l'opposé qui battent tout le temps avec un métard sous les yeux ou qui ont toujours une vidéo à regarder ou une montre avec un métard pour mon cas qui limite regarde plus le métard que l'heure. Toi t'en es dans quel est-ce que t'arrives à faire la part des choses ou t'es picousé complètement et t'arrives encore et t'as du mal à... C'est compliqué parce qu'à l'époque quand je rentrais à la maison discuter un peu c'est vrai que en plus dans ta famille c'est vrai que du côté de ma mère c'est pas trop branché aéronautique mais forcément je suis comme Philippe quoi, on parle d'aviation et puis j'ai un sim à la maison voilà, et puis en fait je dirais que je pense que sans aviation je sais pas du tout ce que je ferais honnêtement. C'est une grosse partie dans ma vie. J'ai pas envie de dire que je vis pour ça parce qu'il n'y a pas que ça comme valeur à mes yeux. Il y a la famille, il y a les amis, il y a beaucoup de choses très importantes. Évidemment. Mais c'est quand même une grosse place centrale dans ma vie. Pas dire non plus que je vis pour ça, mais je veux dire que je pense tous les jours, j'y pense. Tu vois, t'as les yeux en permanence vers le ciel. Regarder des vidéos, machin. Ah ouais, tiens, aujourd'hui il fait beau, je vais voler. J'adore ça, tu vois. En fait, et par contre, l'autre chose que je pourrais dire, c'est que si ça pouvait pas être mon métier, je sais pas ce que je ferais à la place. J'ai jamais réellement eu d'autre idée que faire pilote. Voilà. Ok, non mais c'est hyper intéressant. Et du coup, alors avant de te demander une petite anecdote sur ce qui a pu se passer, on va dire en vol non pro, en vol amateur, on va revenir sur pareil une question que j'aime bien poser, mais qui est toujours intéressante, les sensations que tu as toi en vol. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que ça me permet d'oublier les problèmes et aussi également de profiter du soleil à jour comme aujourd'hui. Mais quelles sont toi tes sensations quand tu voles ? Écoute, moi c'est vraiment un sentiment de je dirais de liberté. Je pense que beaucoup de gens répondent à cette question. Mais écoute, c'est vraiment on quitte le sol, c'est-à-dire tout ce qu'il y a au sol, on laisse tous les problèmes qu'on aurait, on laisse de côté, on verra ça plus tard. Juste là, je vais profiter de la belle météo qu'on a. Et c'est vraiment d'être en fait tranquille, de prendre en fait de la distance par rapport à ce qui se passe, par rapport aux gens. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est full. Et je me dis là, au moins souffle quoi. T'as pas de pression, bon évidemment t'as quand même un avion à gérer en l'air, mais je veux dire tout ce qu'on pourrait te demander, tout ça pour l'instant c'est ciao et puis tu profites, tu vois, c'est ça que j'adore quoi. C'est ça. Et c'est vraiment se décoller un avion et puis le poser, c'est toujours un bonheur quoi. Et puis peu importe la météo, à chaque fois ça reste instructif. C'est mieux quand il fait bleu, mais bon, c'est quand il y a un peu de vent, ça peut être challengeant, c'est sûr, je suis d'accord. C'est vrai. Allez, avant de parler de ton parcours, est-ce que tu as une anecdote sympa, un truc un peu loufoque qui te serait arrivé ou que tu pourrais nous raconter aujourd'hui pour finir, pour clôturer un peu ce chapitre sur ta façon de voler perso? Écoute, j'en ai une qui est assez... Je pense que ça c'est peut-être beaucoup le cas pour les gens qui font des baptêmes. Mais en fait je me dis un jour je faisais un baptême avec des gens, c'était une grande journée ensoleillée, c'était en été. Et en fait forcément quand c'est des gens qui font un baptême pour la première fois, c'est très bien qu'il fasse bleu, c'est très bien qu'il n'y ait pas beaucoup de turbulences. Mais quand c'est leur première fois et tu vois, on fait un tour, ça se passe bien et en fait on est au bout peut-être de 20 minutes et là les gens me disent
pas super bien, quoi, tu vois. Et puis je leur avais pas demandé, par contre, et je leur avais pas dit à l'avance. C'était peut-être une erreur de ma part pour le coup. Je leur avais pas dit de pas manger. Tu vois, c'est peut-être mieux. Ouais. Et là, en fait, les gens, malades, etc. Enfin, commencent à être malades, des sueurs froides. Et là, je reconnais la nausée. Bon, je dis, on vient se poser, tu vois. Il y a pas de question. Faut me le dire, tu vois. Faut pas hésiter. Faut pas avoir honte de le dire quand ça va pas. Ouais. Je finis le vol et là les gens complètement malades et tout, ils avaient, enfin, je vais pas faire d'image, tu vois, mais ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire dans les sacs, tu vois. Bon, voilà, et j'ai pas vraiment d'autres anecdotes que ça, mais en fait je trouve ça, tu vois, c'est vraiment c'est pas de chance parce qu'il y avait des facteurs que j'aurais pu éviter et bon, c'est voilà quoi. Ouais, après c'est toujours un petit peu le. J'en discutais avec quelqu'un qui veut faire du vol, du baptême de l'air. Et en fait, moi personnellement, des fois, c'est un peu un petit frein que j'aurais par rapport à ça, parce que du coup, tu connais pas du tout tu peux pas demander, enfin si, tu peux demander à la personne si elle est malade, mais au final, bien souvent, les gens ont pris de l'avion de ligne, donc c'est encore différent. T'es quand même beaucoup moins malade dans un avion de ligne. Donc du coup, c'est quand même, au final, c'est au petit bonheur la chance quelque part. Ouais, c'est ça. Après. En fait, c'est des prédispositions, quoi. Je veux dire, si t'as pas volé, évidemment, l'oreille interne n'est pas habituée. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que c'est des choses. Des baptêmes, j'en ai fait quand même quelques-uns. Ouais. J'en ai pas fait non plus des millions ou des milliards, mais je veux dire, c'est vrai que là, au bout d'une demi-heure, tu vois, quand il fait chaud, je peux dire. Ça peut jouer, quoi, tu vois, t'es pas habitué. Ouais. Les sueurs froides, quand t'as la nausée, t'as chaud aussi naturellement, t'as déjà encore plus chaud, tu vois. C'est ça. Ouais. C'était. Bon, voilà, c'est tout. Et en fait, je vois, ils étaient pas bien et je leur fais, vous avez mangé? Ah oui, on a beaucoup mangé. Voilà. Et en fait c'était ça le. Bon, je dis c'est tout. C'est tout. C'est tout. J'ai ouvert la fenêtre de mauvais temps de mon côté sur le P28 et puis j'ai pris de l'air parce que je porte pas trop ça moi, mais je pense que pas grand monde d'ailleurs. Mais voilà, la fenêtre de mauvais temps avait son sens. Et c'était plutôt ça qui était marrant dans cette anecdote. Ouais. Bon, ok, ça roule. Alors on va revenir un petit peu sur ta formation. En plus, ça tombe plutôt bien parce que tu vois, j'ai eu il y a pas longtemps un message pour me demander d'avoir un podcast justement sur la formation ATPL. Super. Donc voilà. On est en plein cœur du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter donc ton parcours de formation pilote de ligne, nous en dire un peu plus? Toi, donc on apprend que tu es passé par la filière club. Mais voilà, je te laisse la main pour nous en raconter un peu plus et puis on va rentrer comme ça au fur et à mesure des questions dans le vif du sujet un peu plus précisément à chaque fois. Ouais, carrément. Écoute, moi du coup après avoir monté mes heures, vu que j'ai fait ça avant, je sais que personne ne fait ça, mais bon c'est tout, je l'ai fait, voilà. J'ai pris une formation ATPL dans une école vers Paris. Ok. Donc j'ai tout fait en distanciel. C'est-à-dire que en fait, ça me permettait d'être à la maison parce que personnellement, en fait, là, c'est là où il y a un débat qui peut se faire, c'est que est-ce que tu es capable de bosser par toi-même ou est-ce que tu es pas capable de bosser par toi-même et auquel cas, en fait, tu as besoin d'être sur site et de suivre les cours avec les profs, les autres gars, les autres gens qui sont avec toi. C'est ça. Ça, c'est déjà une première question à se poser. Ouais, voilà, c'est... En fait, toi, comment tu vois la chose, tu vois? C'est ça, en fait, qui est important avant de se lancer, parce que ça commence maintenant, tu vois, parce que la TPL, ça reste très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent, en fait, entre guillemets, qui bachotent. Alors, voilà, on l'a peut-être un peu fait pour certaines matières, mais il faut pas le faire pour tout, parce qu'il faut quand même retenir un peu l'essentiel. Donc voilà, parce que ça peut servir pour les entretiens et compagnie, ça peut servir pour les formations exigeantes comme la MCC, etc. Donc voilà, et en fait j'ai mis à peu près 7 mois à faire le training, donc ça dépend un peu. Pourquoi? Parce que tu es dépendant du fait que tu dois en fait réserver les sessions pour passer tes examens sur Paris ou dans les autres centres. D'ailleurs, il y a Paris, il y a Aix, il y a pas Marseille, du coup c'est à Aix, il y a Toulouse peut-être, etc. Donc les centres de la DGAC. Et donc voilà, là tu passes en vue toutes les matières que tu as fait au PPL, mais en un peu plus poussé forcément, parce que là tu t'attaques à un boulot carrément, donc ça sort du cadre de loisirs en aéroclub. Et donc voilà, donc ça m'a pris 7 mois, donc de septembre 2024 à avril 2025. Ouais. Voilà.
Et donc par la suite j'ai attendu quelques mois, ça a été assez rapide je dois dire, pour recevoir le fameux papier qui t'atteste que tu as réussi la TPL, parce que ça t'en as besoin pour les écoles forcément, parce que pour le CPL t'en as besoin pour passer le test. Donc voilà, après je suis parti donc en Irlande, pour faire mon training, pour faire CPL, IRME, MCC et l'UPRT qu'on n'oublie pas. Alors du coup pourquoi l'Irlande? Parce que il y avait une volonté, il y avait un truc qui... Bah écoute, c'est une école qui est quand même qui a une bonne réputation, qui a plutôt bonne presse. Donc en fait moi je voulais... Et puis alors il y avait aussi un énorme argument que je vais énoncer en premier parce que c'est ça qui a basculé. Moi je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, tu vois, en me disant là tu pars à l'étranger, tu vas te retrouver tout seul, tu te débrouilles. Et je voulais aussi vraiment en fait utiliser mon anglais, enfin je veux dire mettre à contribution l'anglais que j'avais déjà un peu appris en France, et ensuite de le mettre en pratique en parlant avec des natifs, etc. Et là c'était super. Je me suis retrouvé dans une colocation à Cork, donc super pour parler avec des natifs, tu vois, et puis voilà. Et donc l'école avait plutôt bonne presse, enfin toujours bonne presse. Et aussi des conditions qui sont un peu challenge là-bas, c'est-à-dire que t'as beaucoup de vent, de la piste à la pire orientation magnétique du monde, sans aucun débat. Voilà. En fait, le vent souffle toujours de travers, mais ça a un plus du coup, parce que ça, forcément. Ça permet de se train, de faire un peu de vent de travers. Les avions a une bonne flotte, et donc voilà, moi, ils sont assez modernes, tous équipés d'un G1000, donc tu vois, c'est super pour faire de l'IFR, et c'est top quoi, et tu vois, et c'est pour ça vraiment que j'ai choisi cette école. Voilà, je dirais que c'est ces raisons-là. Alors raconte-nous un peu comment s'est passé le dépaysement, parce que du coup entre le fait que tu fasses ta formation théorique en France, donc tu rappelles, on est obligé d'avoir le théorique avant de commencer quoi que ce soit. Alors en fait, beaucoup d'écoles, moi j'avais une amie qui a fait l'école avec moi en Irlande, et en fait elle avait pas encore reçu son papier, mais tu vois, l'école lui demandait, etc. Et finalement, parce que elle avait pas encore reçu par l'autorité, et donc finalement elle l'a quand même eu avant de passer son CPL. Mais en fait, quand tu commences le training, tu pourrais très bien ne pas encore avoir les prérequis. Par contre, le jour de l'examen, il te les faudra demander une classe 1, la TPL et les 200 heures, voilà, qui sont les minimums pour le CPL. Donc du coup, alors toi tu arrives en Irlande, comment que ça se passe en tant que Français? Du coup, comment l'intégration elle se passe? Quel sentiment tu as? Est-ce que t'as pas cette sensation du coup d'être un peu perdu au début? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Bah écoute, alors autre anecdote d'ailleurs, si tu veux, qui n'est pas aéronautique. Vas-y. En fait, donc on prend le bateau, voilà, je rencontre des Français qui sont aujourd'hui des amis qui ont fait l'AFTA avec moi. Donc voilà, ça se passe bien, on fait connaissance, machin. Le bateau, la traversée se passe bien. J'avais jamais trop pris le bateau, j'avais peur d'avoir le mal de transport, du coup, voilà, j'avais quand même pris des médicaments contre. Finalement, ça s'est très bien passé. Et puis on arrive en Irlande, machin. On se salue avec mes amis, je les vois sortir du bateau, parce que du coup j'avais pris la voiture, parce qu'il faut savoir que la voiture était indispensable. Parce que l'école mal desservie. Il a fallu conduire à gauche, donc ça c'était quand même assez marrant. Aussi. Déjà. Ça change un peu la donne. Et donc en fait, j'arrive là-bas et aucun signal, pas de réseau. Et je regarde mes paramètres sur mon téléphone, tout était coché, tout était au vert. Du coup je dis c'est bizarre, et en fait je finis donc je sais pas où je vais en fait, parce que j'ai pas de réseau, donc je peux pas utiliser Waze, je peux pas utiliser Google Maps, je sais pas où je roule. J'avais rendez-vous avec la proprio à tel endroit, je sais pas où c'est, je connais pas du tout, je suis sur une île, je sais pas où c'est. Et finalement je finis dans un espèce de store asiatique dans la banlieue de Cork, je sais pas où j'étais. Je finis par convaincre le gars, du coup voilà, première situation où je dois me débrouiller, à lui demander si je peux utiliser du Wi-Fi pour pouvoir envoyer un message sur WhatsApp et tenir au courant et appeler l'opérateur pour lui dire écoutez, j'ai pas de réseau, comment ça se fait? Donc ça se fait, voilà, ça se passe. Le gars est un peu réticent, il trouve ça un peu bizarre, c'est vrai que c'est pas super commun comme situation. Et finalement j'arrive à avoir du Wi-Fi, et ensuite ça rentre dans l'ordre, etc. Et voilà, je suis arrivé à Cork, j'ai du réseau, donc tu peux enfin respirer. Mais c'était assez marrant, enfin c'était pas marrant sur le coup, mais je dis ça y est, je suis complètement tu vois, là t'es tout seul là, je veux dire, et tu dois être là à telle heure, donc débrouille-toi. Voilà, et puis c'était marrant parce que il y a des fois, en fait je suis dans une banlieue, il y a pas grand monde, je roule à droite et je me dis non, du coup je suis à contresens. Et là tout est inversé, tu vois, c'était perturbant. C'est vrai que
Bah, en fait, tu as décidé de te chambouler entièrement. Comme tu dis, c'est hyper challenge. Ouais. Mais du coup, donc ça t'est chamboulé entièrement. Et alors, du coup, t'arrives donc dans l'école. Tout est en anglais, évidemment. Ouais. Ta formation, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais la formation théorique se fait en français ou en anglais, du coup? Alors, du coup, la formation théorique, alors tu peux la faire en français ou en anglais. C'est toi qui choisis. D'accord, ok. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent quand même de la faire en anglais. C'est super, parce que les questions déjà sont mal traduites certaines quand tu passes l'examen, et puis pour les termes. Je veux dire, que ce soit Boeing ou Airbus en sortie ou Embraer, ce que tu veux, c'est tous les FCOM, tout ça, ça sera en anglais. Ça sera en anglais. Et tu vas lire les checklists en anglais, tu vas parler des équipes en anglais, quand tu vas refaire la QT, ça va être en anglais, etc. Donc voilà, je veux dire, à part si tu fais une QT dans des compagnies où ils parlent une seule langue pour des raisons de. Voilà. Mais je pense à plein de boîtes en Europe où tout sera en anglais, donc c'est mieux. Et puis même l'anglais, ça reste quand même la langue, la langue numéro 1 en aéronautique. Quoi. Donc, ouais. Et puis au pire des cas, tu reviens en français, c'est pas dramatique, puisque comme c'est ta langue natale, c'est plus facile de revenir en français que du français aller vers l'anglais. Mais c'est pas infaisable en anglais. C'est pas infaisable, non. T'as les termes techniques. Après voilà, les questions en anglais sont posées direct, donc tu vois, si t'as un peu des bases quand même, normalement ça se passe bien. Ok. Voilà. Ok. Alors, explique-nous un petit peu. On va revenir sur la formation en elle-même. On va détailler un petit peu. Je sais que c'est souvent une volonté de personnes de club. Alors, on va repartir au PPL. Imaginons, voilà, un candidat lambda, il est PPL. Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il doit avoir un nombre d'heures minimum pour dire je commence mon ATPL? On parlait également de passer donc sur il faut avoir une formation bimoteur, etc. Voilà, explique-nous un petit peu quel schéma on va avoir besoin au départ du PPL pour que ce soit un peu clair pour tout le monde, pour qu'on ait un peu une réponse, on va dire type universelle, quand on est comme toi avoir pris le cursus de départ par le club. Donc tu voudrais quelqu'un qui ab initio qui pousse la porte d'un aéroclub sans C'est rien ça. du tout ou un PPL. Quel PPL le gars a le PPL, il se dit voilà, moi aujourd'hui je veux aller dans la ligne, donc je veux faire mon ATPL, j'ai même être plus précis, j'ai mes 60 heures, je viens d'avoir mon PPL. Ouais. Quel est le cheminement? Comment que ça se passe pour moi aujourd'hui? Écoute, alors on va prendre déjà le cas d'une personne qui aurait déjà un PPL. Ouais. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est déjà réfléchir. Tu peux réfléchir à faire ta formation en intégré, c'est toujours possible. C'est-à-dire, moi j'ai fait du modulaire, donc tu passes module par module dans une école. En intégré, tu peux toujours mettre le pied à l'étrier et dire allez, je commence dans telle école, je fais la TPL. Et du coup, quand t'es en intégré, t'es forcément sur site. Okay. Et ensuite, dans cette école, t'enchaîneras avec les trainings, donc CPL, IRME, MCC, puis UPRT. Donc en fait, voilà, c'est vraiment, tu feras tout dans cette école. Et donc même, tu peux le faire sorti de PPL. Voilà, et même en fait sans PPL, parce qu'il y a des écoles aujourd'hui qui disent par exemple, c'était le cas dans mon école en Irlande, qui disent il y a des gens qui arrivent sans rien et ils disent je veux me lancer là, je veux faire pilote. Et c'est plus coûteux du coup forcément, parce qu'il faut monter les heures et t'as le PPL, t'as le CPL, donc t'as plusieurs examens aéro à passer. Donc en fait c'est vraiment t'as vraiment donc c'est cette option là principale de l'intégrer, ou alors l'option B qui est l'option que j'ai faite et que font pas mal de gens, c'est tout simplement de dire là j'ai mon PPL, je commence la TPL tranquillement, si t'es pas pressé tu le fais en quelques mois. Je crois qu'il y a une validité, je sais plus, je l'ai plus trop en tête, qui se fait dès que t'as passé les premiers certificats. T'as une validité. Et quand t'en repasses d'autres, ça va. Et quand tu repasses l'IRME, je crois que ça a encore repoussé la validité de la fin de ton ATP. Et puis ensuite c'est automatique. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, t'as ce choix de dire là je commence, comme ça je monte mes heures tranquillement, et ça beaucoup de gens le font, je monte mes heures tranquillement et je fais la TPL en même temps, et dès que j'ai les heures ou dès que j'ai fini la TPL et s'il me manque un peu d'heures, allez je taille la route, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est super, tu vas faire des naves en Bourgogne, tu dis je pars la journée, tu vas manger dans des petits villages et tout, et en fait tu montes tes heures avec moi j'ai fait ça beaucoup avec un ami qui m'a beaucoup accompagné sur beaucoup de vols, il se reconnaîtra. Donc et c'est super, tu vois, tu partages des moments et tu montes tes heures et voilà, et dès que c'est bon tu te dis allez c'est bon, je pars en CPL et c'est parti quoi. Alors il te faut combien d'heures à minima pour pouvoir, comme tu dis, tu montes tes heures, il te faut combien d'heures à minima pour pouvoir passer? Alors je crois qu'en entrant en formation, je dis pas de bêtises encore une fois, c'est 175 heures qu'il faut pour rentrer en CPL, et 200 heures pour passer l'examen. Ok, d'accord. Donc, il faut avoir. Donc fatalement. Si tu sors tout de suite d'un PPL et que t'as. Alors, je sais que moi, c'est ce qu'ils faisaient dans mon école, c'est qu'en fait, ils passaient. Les gars qui étaient en PPL, ils arrivaient quand même à faire la TPL théorique avant de passer le PPL. Et je sais. En fait, il doit y avoir des textes, etc., qui définissent que
du coup que c'est possible de facto, mais ouais. Je sais plus quelles sont les conditions, mais ça c'est ce qu'il faisait. Ouais. Et donc voilà, ouais, tu dois forcément monter un peu des heures dès que t'as sorti quoi. Ok. C'est les heures, toujours les heures. Ouais, c'est ce que j'entends. On va revenir sur le théorique. Une question que j'entends aussi beaucoup, comment on gère cette masse d'infos qu'on a. Alors moi j'ai vécu la masse d'infos PPL qui est déjà au final pas rien oui, c'est sûr, ouais. quand t'es pas du milieu. Mais alors j'imagine que la TPL c'est encore un cran au-dessus. Si comme tu le préconises, et je suis assez d'accord avec toi, il faut la faire en anglais, du coup ça ajoute, on va dire, un petit inconfort supplémentaire. Comment toi t'as géré cette masse d'informations à connaître par rapport aux théoriques? Écoute, c'est vrai que ça peut faire peur effectivement quand tu feuilletes les bouquins d'ATPL, quand tu regardes météo, tu te dis ah ouais, 500 pages, il y a 84 questions à l'examen, oui, ça va faire mal. Donc en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode en fait pour se dire c'est comme ça que je veux bosser. Ouais. C'est vraiment, ça dépend encore une fois de la personne, c'est ce que je dirais. Moi, ce que je faisais, c'est qu'en fait, tu vois, je lisais alors il y a des gens qui vont peut-être me prendre pour un fou parce que moi j'ai lu quand même les pages. Voilà, j'ai regardé beaucoup des vidéos, ça c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Parce que les gens, il y a même des chaînes, hein, tu vois, en météo, pas que les météos aéronautiques, mais je veux dire des météorologues qui expliquent des phénomènes et c'est super en fait. Tu comprends avec des schémas. Et météo, finalement, c'est beaucoup de schémas, tu vois. Ouais. Si tu sais comment s'articule une dépression, voilà, ce qui se passe quand il y a un front chaud, un front froid qui passe. Et en fait, moi, donc, je lisais mon cours, je prenais des notes et je faisais des questions ensuite sur des banques de données. Okay. Et en fait, voilà, c'était en fait vraiment, je lis. J'acquiers et en fait quand je fais des questions des questions d'ATPL, je renforce ce que j'ai déjà vu et en fait j'ai une mémoire aussi très visuelle. Je pense que ça m'a beaucoup aidé de faire des schémas et de regarder des vidéos. Donc en fait voilà, il y a des matières où par contre ça se passe, c'est pas trop comme ça. Je pense à Airlo ou procédure opérationnelle où là par contre là il y a pas de schéma, hein, c'est des blocs de texte qu'il faut connaître. Ah ouais, faut connaître, faut essayer de connaître parce que ça fait beaucoup quand même dans la réglementation, mais je pense par matière, faut pas tout connaître non plus parce que honnêtement voilà, mais il faut retenir l'essentiel. C'est beaucoup l'essentiel, c'est-à-dire tu vois, ça peut être utile de savoir comment un ILS ça marche en radionavigation, ça peut être utile de savoir comment le VOR ça marche, ça peut être utile en météo de savoir ce qui se passe quand il y a un front chaud, tu vois, les jet streams. Voilà, après que il y a des questions en météo, combien il y a de cyclones au-dessus de l'Inde tous les ans. Bon, ça je pense pas que ça peut t'aider si tu voles là-bas parce que tu vois, lire une TEMSI et une WinTem, je pense que c'est très utile. Bien sûr. En revanche, tu vois, évidemment. Des TEMSI Rock, etc. Donc voilà, c'est plus des choses comme ça à savoir. Et en procédure opérationnelle, des petits trucs aussi, savoir quand t'as pas des radiotransmetteurs qui te transmettent la RVR, c'est sur les pistes quand t'es en low visibility operation, savoir, et ça c'est un instructeur qui m'avait dit ça en école, en fonction du nombre de lumières que tu vois, t'as combien de RVR tout de suite là? Est-ce que tu peux décoller? Est-ce que tu peux take off avec la catégorie d'avion que t'as en fonction de tes minima décollage quoi, tu vois, ça c'était les joies de l'IFR aussi, c'était super intéressant. Donc ouais, voilà. Alors tu dirais par rapport à, alors c'est pareil, je me rebase toujours par rapport au PPL, sur certaines personnes qui vont avoir tendance à, moi c'est un peu des comptes rendus, enfin des retours d'expérience que j'ai eu par rapport au PPL. Des fois on a un petit peu de mal à comprendre le lien entre ce qu'on apprend et la réalité. On le comprend un petit peu par la suite, mais peut-être pas forcément au moment où on est au théorique. Toi, tu dirais pour la TPL, on va dire en gros, d'une façon générale, c'était quand même assez clair pour toi. Tu voyais le lien par rapport à la pratique ou par rapport à l'utilisation que tu en aurais ensuite, où il y avait quand même cette masse de flou et où tu te dis je l'apprends, mais aujourd'hui je vois pas encore forcément l'intérêt. En fait, je me rappelle, j'ai un exemple pour ça qui est assez clair, je pense. J'ai quelque chose en tête, c'est d'avoir fait un vol en IR et de m'avoir dit la radionavigation ça prend tout son sens, tu vois. Parce que tu vois des trucs, les principes de fonctionnement d'un ILS, tout ça c'est théorique, donc tu peux visualiser. Par contre il y a des choses, j'ai plus exactement des choses en tête, mais je me rappelle avoir dit ça sur le coup. Que tu vois ce que c'est, tu visualises, mais tu vois, tu le vois pas trop. Tout ce qui peut être SBAS, par exemple, tu sais, les Satellite Based Augmentation System, quand c'est expliqué, quand tu le vois dans l'avion, concrètement à quoi ça sert. Oui, là tu vois, tu comprends, mais c'est vrai que je pense à d'autres phénomènes. Par exemple, quelqu'un qui comprendrait pas en météo ce que c'est les mountain waves. Ouais. Et tu vois, tu dis mon gars, on va faire un tour en Jodel quand il y a les conditions propices. Non, tu vois, je pense que en fait, quand même beaucoup de choses sont quand même
sont quand même très théoriques mais peuvent être comprises quand tu commences. C'est comme tout ce qui est par exemple instrumentation. Quand tu rentres les gens font leur MCC, généralement ils comprennent, tu vois, ils savent. Ils se disent ah ouais ça je l'ai vu, ah oui d'accord, tu vois. Et là, je veux dire pourquoi on t'explique par exemple le weather radar, pourquoi il faut le couper au sol, parce que t'as des ondes qui sont qui peuvent faire très mal, ça peut être très ça peut faire des dégâts sur les tissus humains. Et en fait, tu comprends et tu le fais dans l'avion et donc tu dis ah oui d'accord, donc c'est vraiment ça fait partie des checklists et tout. Et tu vois, c'est des petits trucs comme ça que tu consolides et que tu comprends en fait. Ok. On va revenir sur ta formation. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus facile et le plus compliqué à appréhender, on va dire. Alors c'est un petit peu la question bateau, mais finalement voilà, quels sont un peu on va dire les côtés positifs et négatifs que tu pourrais en tirer là aujourd'hui avec le recul. Alors je pense tout ce qui, tu veux dire les points de facilité que j'ai eu et ce qui a été un peu plus dur C'est ça, ouais, voilà. Je pense, alors tout ce qui a été vol en Cessna au début en Irlande, c'était plutôt bien parce qu'on a eu 10 vols où il fallait vraiment s'acclimater au pays en fait et à l'espace aérien irlandais. Et d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui sont très différentes là-bas. Par exemple il n'y a pas de tours de piste qui sont publiés. Donc c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est main gauche ou main droite, c'est l'ATC qui décide. Donc voilà, et t'as quelques autre petite différence par rapport à la France, donc c'est bien pour s'acclimater. Donc le CPL c'est vrai que c'était pas non plus le plus dur, quoique c'est vrai moi j'ai passé ça sur un DA42, donc il y a quand même la multi-engine qui est passée par là, mais bon au final ça c'est pas le, tu vois, ça reste du VFR quoi, je veux dire que ça reste un avion, si tu sais comment voler en VFR, faut quand même appréhender tout ce qui est par exemple pas de moteur sur un bimoteur. C'est vrai que du coup c'est pas forcément la même chose que sur un single, enfin sur un monomoteur, mais voilà. Et donc ça c'était le CPL, c'est vrai que c'était un peu, je dirais pas que c'était la partie détente parce qu'il fallait quand même être, et puis le VFR aujourd'hui j'ai quand même l'impression que c'est plus dur que l'IFR. C'est vrai que je vais en revenir pourquoi, j'ai un argument. C'est intéressant, tiens. Moi c'est pas forcément plus dur, c'est deux choses différentes, mais je vais expliquer pourquoi à mon sens il y a, tu vois, les petites différences pour moi c'est deux choses différentes, mais bon je vais y revenir après. Donc le CPL c'est vrai que c'était pas non plus la partie là, ça reste du PPL en fait avec moins de marge. Donc j'ai envie de dire, si tu sais piloter, si t'es déjà un peu à l'aise, normalement ça devrait pas trop mal se passer, tu vois. Et alors l'IR sauf au début, c'est énormément d'informations. Parce qu'on te parle de PBN, on te parle des approches, on te parle des approches 2D, des profils qu'il faut connaître sur les approches. À tel moment, pendant l'approche, je sors le train, je demande la checklist à tel moment, bam bam bam, tu vois. C'est vraiment l'IR, c'est d'exécution plus, parce que tu mets beaucoup le PA en IR. Forcément parce que en fait l'IR c'est beaucoup de planning et en VFR ça en est aussi parce qu'il faut connaître tes notames, faut connaître la météo, faut connaître ton tracé de nav, par où tu vas passer, etc. Par contre en IR tu l'as aussi ce côté là, sauf que tu as déjà la charge où tu dois chercher les points qui va être enlevé, mais c'est vrai que c'est peut-être ça, et ça enlève quand même de la charge. T'as une carte, tu peux avoir un navigation display en IR sur les avions, par exemple dans les Boeing ou dans les Airbus. Tel waypoint dans tel nautique, je suis dessus, c'est le PA qui va dessus, alors qu'en VFR t'es là. En Irlande je connaissais pas la région, donc tu vois c'est compliqué de trouver les villages. Et puis généralement autre petit truc assez sympa, c'est que les Irlandais généralement les contrôleurs ils t'envoient sur des villages que tu connais pas et ils te disent ça sur un accent. C'est vrai que l'accent ça n'a pas toujours été simple non plus pour certains. Ils disent go to je sais pas un nom de village et tu dis say again quoi, parce que t'as pas compris, ou c'est l'instructeur qui dit non t'inquiète c'est bon je sais où c'est, on y va. Et donc ça c'était assez marrant aussi, et donc l'IR tu vois c'est beaucoup de planning, tu vois, si t'arrives et que tu sais ce que tu vas faire, t'as l'essence, ensuite tu vas sur un des sites qui te calcule la route, qui te trouve les waypoints, tu rentres la route, tu suis les instructions du contrôle. C'est ça. Mais attention, il y a du boulot quand même. Je dis pas que l'IR c'est très simple parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. C'est loin d'être simple au début. Moi j'ai pris une grosse claque et c'est pour ça qu'au début on fait 15 simus d'IR au début parce que il faut quand même te familiariser avec l'environnement. Tu vois, et puis il faut aussi, après on va te dire que tu vois, t'es à l'aise, on te remet ce que t'as déjà fait en VFR, on te remet des engine failures pendant les approches, tu vois, et donc la charge de travail peut être assez grande quand même à certains moments. Petit à petit on te monte la charge de travail. Et puis on fait beaucoup d'approches en manuel, tu vois, donc t'as quand même du boulot, tu vois, t'as circuit visuel qui a intérêt à être béton pendant les approches parce que tu dois pas, vu que c'était une formation quand même calée sur les critères, enfin sur les d'un pilote commercial, tu vois, c'est par exemple c'est 0 nœud en dessous de la vitesse, tu vois, c'est des trucs assez
assez strict, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà que on n'ait plus besoin de nécessité de ressources mentales en VFR. Pour pouvoir avancer en IFR, parce que si tu as encore besoin de ressources en VFR, en gros en IFR t'exploses, t'es surchargé, c'est ça. quoi. En fait, ce qu'il y a rien de pire, en fait, et ça tu le sais, je pense aussi bien que moi, c'est rien de pire de passer derrière l'avion, quoi. Ouais, c'est ça. C'est terrible, et si tu fais ça en IFR, tu vois, et même en VFR, hein, c'est affreux, donc c'est vrai que voilà. Ensuite, l'UPRT c'était plutôt sympa. Là, cette fois, c'est moi qui ai failli être malade parce que on part un matin avec un instru de l'école qui a quand même un profil qui était dans la RAF avant. Et tu vois, donc c'est quelqu'un qui aime bien envoyer, quoi. Surtout que l'UPRT c'est un peu la voltige, et là on fait des lazy 8, des 8 paresseux, et là au bout du 10e, je sais pas, moi je dis on va en faire 5 ou 6. Bah non, il continue. Et moi je suis pas bien. Enfin, je sais pas, ça allait, mais je sentais que j'étais très fatigué, léger, ça tire sur le corps. Je dis faut qu'on arrête après, parce que là il me dit allez, on va faire des loopings, des tonneaux. Maintenant je dis non, on fait pas ça. non, on arrête les frais là, tu vois. Tu vois, et après je suis rentré et j'ai mis la journée à m'en mettre. Alors il y a beaucoup de gens, je pense que je connais des mecs à Prunay qui font de la voltige, et peut-être qu'ils écoutent, ils vont peut-être se moquer de moi du coup maintenant. Mais je suis quand même une âme sensible, je sais. Non, mais ça a été, après c'était quand même un bon souvenir. Donc c'était plutôt marrant. En fait, l'UPRT c'est la partie de la formation où t'as pas vraiment de pression, parce que tu vas pas être évalué. On avait des débriefs tout le long en CPLR, donc et en ME aussi. Donc tu vois, t'avais pas la pression là si tu dois faire le vol, parce que c'est une exigence, et puis parce que c'est super sympa aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en ME, alors je dirais que la ME, ça a été on a fait 5 vols. On en a fait un sur le sim. Alors c'est super sympa, tu pilotes un DA42, ça envoie un peu plus. Et par contre la seule partie un peu, on va dire, technique, c'est les engine failures. Après quand tu maîtrises bien la chose, voilà, mais il faut pas se tromper de moteur, hein, surtout quand tu analyses, parce que si tu mets sur off celui qui fonctionne encore. Ça là c'est dommage, tu vois, parce que un bimoteur, quand tu perds tout, tu vois, il y a même une étude qui dit que quand tu perds un moteur sur un bimoteur, tu vois, tu peux perdre plus d'efficacité par rapport à un single engine, tu vois. Donc c'est parce que ça pèse lourd. Et par exemple le DA42, tu vois, il y en a un, le NG il peut aller jusque 2 tonnes au décollage, tu vois, de MTOW. Donc c'est quand même assez lourdingue, tu vois, par rapport au Cessna, par rapport à des DR400, des DR220. Donc t'as moins de finesse sur un bimote, en fait. Bah ouais, c'est lourd, quoi, hein, je veux dire. Et puis quelle horreur, hein, la jambe aussi, quand t'es en fait à pleine incidence. Et t'as la pleine patate, t'as plus de moments, du coup il y a plus de lacets, tu vois, du côté malheureusement. Et donc t'es obligé de mettre le pied à fond. Et là je me rappelle avoir je me dis bah il y a des instrus, ils étaient non, vu qu'on va bientôt se poser, il y a pas de trim. Tu mets pas de trim de direction, et du coup t'es comme ça, t'es plein pied jusqu'à la fin. Oui, parce que alors, si de mémoire on dit toujours que c'est le pied mort du côté du pied mort, moteur mort, moteur mort, ok. Voilà. Et c'est des bons souvenirs. Et la MCC, c'était très intense. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est super sur Boeing 737 Max CNG. Je connaissais déjà un peu l'avion parce que sur Flight Sim, et j'adore cet avion, honnêtement. Ça va peut-être en choquer, mais je préfère Boeing à Airbus. Je sais que c'est pas bien de dire ça, je sais qu'on est en France. Ah non, on n'a pas de problème avec ça. Mais bon, voilà, mais j'aime bien Boeing. J'aime Airbus, attention, sont des avions très très bien aussi. J'ai une légère préférence, mais elle est quand même pour Boeing. Voilà. On va en parler après. Voilà. Mais, en tout cas, dans ce que moi je vois, après les Airbus sont des avions fantastiques aussi, et puis dans tous les cas, ça reste des avions de ligne. Oui, non, ça reste plus ou moins quand même la même chose. Il y a des différences, c'est sûr. Sinon, il n'y aurait pas de QT, mais voilà. Il y a pas de souci, t'inquiète. On va revenir sur comment ça a été perçu par ton entourage. J'imagine que, alors toi ça a peut-être pas posé de problème, mais ça peut être contraignant pour un entourage proche ou pas, d'avoir un enfant ou son ami qui part en Irlande. Toi, comment que ça s'est passé par rapport à ton entourage? Ça a été bien accueilli? Ça a suscité des questions? Bah écoute, je pense que mes parents m'ont dit, écoute, si c'est ce que tu vas faire, écoute, va où là te semble la meilleure école. Et moi je me suis dit, bah alors c'est peut-être pas la meilleure école, oui, parce qu'il y a des écoles qui sont très bien en Europe, il y en a plein. Il n'y a pas vraiment, on va dire, de mauvaises écoles non plus, attention. Parce que ça, j'y reviendrai après, je ferai une parenthèse là-dessus, mais ça, forcément, tu vois, quand t'as passé quelques années à étudier à Reims, c'est toujours peut-être un peu dur pour les parents d'enfin quitter, mais je pense qu'à un moment, faut quitter la maison.
faut se retrouver un peu tout seul, faut se retrouver dans des situations un peu pas faciles quand tu pars à l'étranger, parce que ça fait partie des bases pour apprendre à vivre tout seul. Ouais. Donc ouais, ça a été peut-être, je pense pas super dur, parce qu'en fait ils étaient tellement contents que je parte aussi en fait, au final, que parce que en fait quand j'étais en études, quand je faisais mes autres études avant, et je savais que c'était pas ce que je veux faire, parce que je savais que c'était potentiellement un boulot dans lequel j'aurais pu travailler en fait, si je pouvais pas être pilote. Mais je le savais, je me disais parfois, j'avais même peut-être je craquais pas, mais je me disais en fait j'apprends ça, mais moi ce que je veux vraiment c'est faire pilote, quoi, tu vois. Et je me rappelle avoir pris beaucoup de temps à chaque fois que les gens me demandaient ce que je faisais, à dire non, mais moi en fait je veux faire pilote parce que tout ça c'est un backup, parce que le marché il est comme ça, et parce que l'aviation c'est comme ça, c'est cyclique. Et je pense qu'au final je suis quand même content, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Ouais. Parce que je me dis quand même, tu vois, là tu le savoures, t'as fini, t'as eu des moments durs, et finalement t'as su surmonter les obstacles, et ouais, tu vois, même si je te dis je m'étais trompé sur ce que je voulais, pendant mon master, le choix de mon master, en fait finalement j'ai quand même, j'ai fait peut-être une année pour rien du coup, mais bon c'est pas grave, ça fait partie, on apprend de toute façon, on apprend beaucoup de la vie, des échecs, etc. Donc c'est comme ça que je vois les choses aussi par rapport à... Du coup, le bilan est quand même plutôt positif. Oui, je suis content. L'enjeu en valait la chandelle. Non, je suis content. Et puis, d'un autre côté, que je me sois pas lancé trop vite, ça m'a permis aussi, quand même, en 2024, j'en ai pas parlé, de faire le tour aérien des jeunes pilotes. Oui. J'y repense parce que t'as reçu Kevin la dernière fois. Donc, on peut en parler si tu veux, tiens. Les super aventures, exceptionnelles. D'ailleurs, à ceux qui écoutent, il y a des inscriptions pour 2026 qui sont ouvertes. Donc, ou y a même pas en 2028. Mais super, quel événement, quoi. Je pense que tout le monde serait d'accord pour le dire. De se retrouver avec des gens, avec 45 autres jeunes, ou 44, je sais plus le chiffre exact, ça dépend un peu, mais te retrouver avec d'autres jeunes comme ça, de ton âge, parce que c'est pas courant dans la rue, tu vois, quand t'as 20, 22 ans, de trouver des gens. Tu fais de l'avion, moi aussi, tu vois, et c'est pas courant, et te retrouver, c'est pas courant, et te retrouver avec des gens là, vivre ça pendant 15 jours avec eux, et puis rencontrer les gens aussi, le public, etc. Enfin c'est super, moi c'est un des meilleurs souvenirs. Je pense que l'Irlande et ça, et j'ai un ami qui m'a dit la même chose, c'est ses 2 meilleurs souvenirs. Je pense que je suis totalement d'accord avec lui, c'est mes 2 meilleurs souvenirs aussi. Et tu vois, et j'imagine que ça t'a servi en tout cas quand t'as préparé ton ATPL, cette expérience que t'as pu avoir. Écoute, et puis là même tout ce qu'on a eu comme sélection, etc. On a fait c'était une sélection qu'on a eu à Paris pour le faire. On a déjà fait une navigation avant, au préalable, et on avait ensuite été convoqué à Paris, et ça, des épreuves de groupe et tout, et Kevin en parlait, disait que il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient ensuite, qui a été pris, qui ont fait les cadets, et toutes les sélects qu'il y a eu, toutes les sélects, les épreuves de groupe qu'il y a à Paris, ça sert quelque part de base en fait pour peut-être développer des compétences ou les mettre à profit pour d'autres sélections futures qui viendront dans ta carrière de pilote. Et c'est vrai que quand même 90% des gens qui font le tour aérien sont dans l'aviation après, sont ingénieurs, sont pilotes, ou tu vois, il y a même des pilotes de chasse, il y a de tout, tu vois, c'est super aventure, quoi, super. Et en plus ils ont un bon tracé cette année, donc franchement faut y aller. Bon, c'est pris. Tiens, un conseil, une personne qui nous écoute, qui est à 2 doigts de passer le cap, qui a même envie de passer le cap, toi, le conseil que tu donnerais à cette personne, je sais pas, comment il faut être entre guillemets armé pour aborder la TPL, voilà, the conseil, et peut-être à l'opposé, la chose à ne pas faire, ou l'idée préconçue qu'il faut pas se mettre en tête. Écoute, moi ce que je dirais, c'est faut y aller. En fait, faut foncer, faut pas avoir de regrets, je pense, honnêtement. En fait, moi personnellement, j'ai pas envie de finir ma vie et de dire j'aurais pu faire ça. Et en fait ça, je pense que c'est terrible, parce que l'avion n'en a qu'une, elle passe assez vite. Donc et ça tu t'en rends compte quand tu vieillis. C'est ça, je suis pas encore vieux, mais voilà, ça passe trop vite, donc voilà. Je pense qu'il faut y aller, faut pas se poser de questions. Si t'as envie de faire ça, faut y aller. Je veux dire, tu sais pas ce qui peut se passer, tu peux avoir beaucoup de chance, malheureusement tu peux manquer de chance aussi, il faut en être conscient. Donc je dirais qu'il faut y aller. L'aviation, c'est quelque chose de super. Les clubs, les aéroclubs, c'est un très très bon début pour commencer. C'est des ambiances exceptionnelles pour certains, des super gens que tu vas rencontrer, et tu te constitues aussi quelquefois un réseau, et ça peut aider.
Mais je pense qu'il faut foncer. Si t'as envie de te dire, je pense vouloir faire ça, alors va en aéroclub, vois déjà est-ce que ça te branche vraiment. Ouais. Et ensuite, vas-y step by step. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que après quelques heures de vol, t'as toujours envie de foncer pour ça? Je pense que là, ouais, faut se dire, bon, bah c'est bon, je pense savoir ce que je veux faire et j'ai envie de me lancer. Voilà. Alors après, il y a toujours des choses. Évidemment, moi, c'est ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut toujours commencer par savoir est-ce que je suis apte médicalement à pouvoir piloter. Voilà. Ouais. C'est ça en fait, parce que malheureusement, ça peut te briser. Hein, si même toi, tu ne le savais pas, par exemple, tu passes ta visite et tu te rends compte que tu as ça. Ouais. Bah ça peut être, ça peut casser, ça peut briser. Donc vaut mieux le faire tôt, ça, plutôt ouais, avant. C'est ce que moi je dis, c'est alors forcément ne va pas passer de visite avant d'être inscrit dans un club, mais tu vois, en fait si peut-être, je me contredis un peu, mais parce que tu vois, tu vas être sûr, tu vas être fixé. Est-ce que je peux faire ça, tu vois, c'est ça. Est-ce que je peux? Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, il y a vouloir et pouvoir, et c'est toujours pareil, tu vois. Je veux être pilote, ouais, mais est-ce que je peux médicalement? Ah bon, bah oui, je peux. Bon, bah c'est parti. Quoi. Ok, là c'est parti. Ouais. Et un travers dans lequel il faut pas tomber. Alors moi, je pensais à la notion de temps. Tu disais, on peut avancer à son rythme, mais est-ce que quelque part, il faut pas se fixer un timing? Moi, je sais que pour le PPL, je m'étais fixé un timing parce que ça permet aussi d'avoir une motivation et de se dire, voilà, j'ai ça et ça, et autant que je peux le faire. Voilà, je me fixe ce temps-là. Et j'ai pas envie que ça continue de durer et que ça lambine. Est-ce que toi tu verrais une chose dans laquelle il faut pas tomber pour pouvoir avancer, ou je sais pas, t'as peut-être une autre idée, une autre vision de la chose? Alors en fait, je pense qu'avant de se lancer, bon ça c'est une autre condition, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut être motivé, parce que en fait quand tu bosses beaucoup et que t'es à fond dans le truc, et c'est super de voir des gens c'est vrai que Philippe il m'en parle parfois, mais avoir des gens qui sont à 3000% dedans, bah c'est toujours super, tu vois, alors qu'il y a des gens, bah tu le sens parfois, ils appellent et je le sais parce que bon voilà, je connais un peu, tu vois, mais des gens qui se disent bah j'ai pas vraiment, enfin tu vois, ils appellent pas pour voler, ils réservent plus des créneaux, du coup tu te demandes un peu niveau motivation, ça va ou quoi, tu vois, enfin t'as envie de savoir un peu où ça en est. Du coup je pense que en fait ça vient avec la passion, tu vois, si t'es vraiment, ça se fera tout seul, tu vois, tu passeras du temps sur le théorique avant de commencer tes naves. Et en fait, ouais, alors après, il y a des gens forcément qui ont fait peut-être du planeur avant, qui ont fait de l'ULM ou qui ont fait des choses assez connexes finalement. Donc eux, forcément, c'est toujours un peu plus simple. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont déjà des bases. Après, voilà, il y a toutes sortes de profils. En fait, je pense que moi, il n'y a pas vraiment de concours. Hein, en fait, c'est pas parce que t'as une personne qui en a fait plus qu'une autre que c'est une personne. Non, c'est juste que chacun est différent, chacun acquiert les compétences. Et c'est pas vraiment un concours en fait en aviation. Tu vois, encore une fois, c'est juste que tu sors, t'as un PPL et que tu puisses emmener des gens en sécurité. Voilà, sans avoir de doute, et si tu avais un doute, bah tu te fais un petit refresh, et puis tu vois, c'est voilà, pour ne pas avoir de doute en l'air, parce que bon, en aviation, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Il y a pas de doute. Il y a pas de doute, ouais, tu vois, c'est clairement ce qu'on dit. Aujourd'hui, tu voles toujours en club. Ouais. Tu nous parlais que t'étais sur l'an aujourd'hui. Est-ce que tout le cursus, le parcours que t'as passé, ça a une incidence aujourd'hui sur ta façon de voler, on va dire entre guillemets amateur? Bah écoute, je dirais non, parce que ça reste un avion, et t'as, tu vois, les checklists, tout ça, c'est des choses qui sont super importantes. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu voles à deux avec quelqu'un qui vole aussi sur la machine et qui a à peu près la même expérience que toi, tu vois, ce que tu peux faire, c'est, moi ce que j'aime bien faire, c'est bah écoute, tu me lis la checklist un peu, et ça c'est peut-être des bases de MCC en fait c'est ce que j'allais dire, voilà, ça, qui se sont en fait un peu transplantées partout, tu vois. Ouais. Et maintenant, tu vois, j'ai appris des briefings, etc. en Irlande, qui sont des briefings assez qui sont top d'ailleurs, à niveau ça vient de certaines compagnies même européennes, donc et on les a appris en école parce que l'école est très proche d'une compagnie, et en fait c'est tu vois, maintenant en roulant, tu vois, on fait des checklists, et au roulage je fais le briefing que j'ai appris en école, et en fait ce briefing il est super parce que ça t'identifie tout le vol du jour, tu passes en vue les menaces, tu passes en vue la route, les instruments, le take-off briefing, tout ça, et en fait c'est vrai que je le fais, tu vois, et puis et quand je suis avec quelqu'un, tu vois, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi pour te back-up, en fait, ouais, voilà, c'est c'est comme si ça va peut-être en faire rire certains, mais tu vois, moi quand je vole avec quelqu'un qui est qualifié, ça peut être pour moi si c'est moi qui vole, ou si c'est l'inverse, tu vois, ça peut être un PM pour moi, quelqu'un qui monitore, tu vois. Oui. Parce que moi j'aime bien dire, bah écoute, c'est pas parce que c'est moi qui paye l'heure de vol et c'est moi qui vole et que toi t'es en place droite
et que tu as moins d'heures de vol, tu vois, je dis jamais ça. Enfin, c'est pas parce que tu as moins d'heures de vol que tu peux pas dire ce qui se passe. Et s'il y a un truc anormal, et ça c'est quelque chose que je dis généralement aux gens pendant les baptêmes, c'est que s'il y a quelque chose, même il n'y a pas de question bête ou de remarque bête, s'il y a quelque chose qui vous semble anormal, il faut me le dire, tu vois. Si par exemple tu vois, je sais pas, une trappe qui s'ouvre ou quoi, tu vois, ça peut être utile de le savoir. Et il se peut que tu ne le vois pas in medias res non plus, quoi. Ouais, mais alors tu vois, du coup ça me tord la perche à une question qui me vient là comme ça et dont je me suis fait plusieurs fois la réflexion en club, notamment en vol, en binôme. Est-ce que, alors ça n'engage que moi sur cette question-là, mais quand on travaille, quand on prépare notre PPL, est-ce que d'avoir un entre guillemets module MCC, ça pourrait pas être idiot? Je pense notamment à des expériences que j'ai déjà eues en vol, tu vois, où alors ça m'est pas arrivé personnellement, mais on a tous en connaissance une histoire où tu voles avec quelqu'un et t'hésites à reprendre limite on va dire les commandes parce que tu vois quelque chose ou t'oses pas lui dire parce que t'as peur que la personne soit froissée. Est-ce que ça serait pas plutôt pas mal d'intégrer, alors peut-être pas aussi poussé que dans la ligne évidemment, mais tu vois, d'avoir un module comme ça dans le PPL qui permet de pouvoir reprendre la main. Moi je sais que peu importe avec qui je vole, je lui dis toujours s'il y a quoi que ce soit, t'es en place droite, tu reprends la main, je ne serai pas vexé pour quoi que ce soit. Mais tu vois, je sais qu'on a tous des vols où il y a eu un petit problème dans ce genre. Est-ce que tu crois pas que ça serait quelque chose qu'on devrait intégrer? Bah écoute, moi je vois plus en tout cas un état d'esprit qu'il faut forger à travers une formation, tu vois. Ouais. Évidemment, tu vois, c'est pas concevable de laisser partir des gens qui disent de toute façon, ou c'est pas concevable d'avoir des gens qui ont les comportements dangereux là qu'on étudie, tu vois. Tout à fait. Et en fait, je pense que c'est plus un état d'esprit, tu vois. Il y a eu des crashs, même dans les années, je sais plus, 70-80, parce que les gens en fait avaient peur de dire quelque chose. Ouais. Et ça, c'est complètement idiot en fait. Comme tu vois, moi, c'est ce que. Alors, faire intégrer une micro MCC, peut-être pas, tu vois, non plus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Est-ce que ça conviendrait à beaucoup de gens, tu vois, oui, voilà. Mais je pense en fait. Ou sensibiliser. Voilà, je pense que c'est un état d'esprit, sensibiliser, peut-être à travers des. Voilà, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Quand vous voyez que, je veux dire, quelque chose se passe, faut pas hésiter à le dire. On parle souvent en ligne aussi de. Des incapacitations qui sont pas forcément très simples à l'arrière terme, je l'ai plus en tête là sur le moment, qui sont pas forcément évidentes à distinguer. Ouais. Et en fait, là, tu peux te rendre compte que la personne à côté de toi n'est plus présente en fait. Et donc ça peut être c'est pour ça que alors on reste en PPL, on est dans des petits avions, mais voilà, tu sais pas ce qui peut se passer. Il y a des gens que je connais qui sont décédés par des crises cardiaques en plein vol ou des choses comme ça qui sont affreuses. Tu vois, et ça, alors je dis pas que ça arrive, tu vois, mais il faut pas oublier qu'il y a une incapacitation, enfin que d'un coup, tu vois, tu sois pas bien. C'est pour ça qu'en ligne, par exemple, quand tu décolles, le call 80 knots, c'est une incapacitation call, quoi, parce que t'es sur le décollage. Tu vois, et si t'as la personne à côté qui te répond pas, il est hors de question de poursuivre un décollage, tu vois, parce que tu te retrouves en monopilote et possible pilot incapacitation, quoi, j'ai envie de dire. Donc ouais. Et tiens, une question purement, on va dire, dans le cœur du sujet. Tu es dans ce cas de figure que tu viens d'énoncer, pardon, la personne à côté de toi est inapte au vol. T'as dépassé la V1. Comment que ça se passe pour un... t'es obligé de décoller malheureusement. T'es obligé de décoller, donc V1, tu décolles avec un seul pilote. Ouais, c'est ça. À V1, en fait, t'as plus assez de pistes pour t'arrêter. Ça serait trop dangereux d'entreprendre un RTO, donc un décollage abort, enfin un rejected take-off. Ouais. Donc t'es obligé de décoller. Et puis c'est pareil, si jamais et ça on l'a fait en MCC, c'était assez marrant. Pam, t'as une panne à V1. Ouais. Ou tu vois, ou t'as un wind shear à V1. Tu vois, t'es obligé, quoi, en fait, parce que c'est trop dangereux, tu vois. En fait, il y a une courbe, c'est plus dangereux d'arrêter un décollage plutôt que de continuer avec un seul pilote. En fait, c'est ça, parce que tu vois, t'as plus assez de pistes, quoi. Donc de notre côté, l'avion il a assez de vitesse, je veux dire, quand il faut tenir des assiettes de vol en fonction de la puissance, mais à V2 c'est une vitesse de sécurité au décollage qui te permet de voler avec un moteur, donc tu vois, les avions sont certifiés, voilà, pour ça. Mais ouais, t'es obligé de décoller après V1, ok. Pas de... Ok. Bon, avant de finir l'interview, je vais te demander, est-ce que tu as des projets pour l'avenir, peut-être des promesses d'embauche? Comment toi
tu visualises maintenant l'avenir en ce qui te concerne, après ton expérience en Irlande et l'obtention de ton ATPL? Bah écoute, j'ai une bonne touche là actuellement et j'ai postulé à d'autres à d'autres boîtes là. Ok. Donc voilà, ça suit son chemin tranquillement. Donc j'ai fini, moi de toute façon il y a un mois, donc c'est bien d'avoir déjà une bonne touche. Et puis là il y a des offres qui sortent, du coup je postule quand même. Voilà, si jamais l'option A du coup n'était pas voilà. Ouais. Mais écoute, c'est comme ça que je vois donc les c'est choses. beau, c'est beau parce que à un mois, t'as fini il y a un mois. Globalement, un mois après, t'arrives à avoir des touches et des options, en tout cas. C'est ça, ouais. Mais bon, après, on garde en tête, comme tu le disais, ça reste fluctuant en fonction de l'activité. Mais voilà, à aujourd'hui, un mois après, t'arrives à avoir une touche, ce qui est quand même beau. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a des gens qui mettent plusieurs mois, voire ça peut aller parfois jusqu'à 6-7 mois à ne pas trouver. Ouais. Comme je disais plus tôt, c'est vrai que c'est quand même assez cyclique. Ouais. Et tu sais pas trop ce qui peut se passer. Un Covid qui arrive comme ça, bam, ça flingue tout le monde en compagnie, et surtout les derniers arrivés. T'as les avions cloués au sol, etc. Après, il y a des raisons constructeurs, hein, quand il y a eu les problèmes avec le Max. Oui, avec le Max, voilà. Et puis il y a Airbus qui a eu des soucis avec les moteurs là aussi, il n'y a pas super longtemps. Tu vois, c'est des facteurs externes en fait qui. Voilà, en fait, ces facteurs-là, ils ont un peu la main sur les robinets, tu vois. Ouais. Et en ce moment, il y a des croissances énormes sur certaines compagnies, c'est super. Mais tu vois, là, les compagnies, par exemple, dans le golf, tout ça, à cause, avec ce qui se passe là, en ce moment, tu vois, ça ralentit. C'est un peu plus il y a le compliqué. prix d'essence qui va forcément péter là-dedans. Donc, tu vois, économiquement, tu vois, ça a plein de facteurs, quoi. Ok. Une dernière question. Est-ce que tu as pensé à l'instruction, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, entre guillemets, qui t'a caressé l'esprit de dire, tiens, est-ce que je ferais pas de l'instruction après ce que tu as vécu et ce que tu as appris là dernièrement? Écoute, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me plairait parce que en fait, en Irlande, on s'entraidait et puis beaucoup de gens m'ont dit comment ça tu fais ça, et en fait quand j'ai passé mon IR et mon CPL, tu sais, il y avait une partie ground où on te posait des questions. J'avais fait des fiches de révision et en fait je me suis rendu compte, même avant je faisais d'autres trucs et j'aimais bien expliquer un peu aux gens, pas forcément la passion, enfin ça reste la passion, tu vois, mais même en règle générale expliquer aux gens ça, tu vois. Et au final je pense que j'aime bien transmettre. C'est quelque chose qui m'intéresse, ouais. Ok. Donc à voir avec j'ai un bon exemple où je peux lui poser des questions c'est sûr à Philippe, mais c'est quelque chose, je pense que quand je serai casé peut-être en compagnie, j'espère très très bientôt, il y aura peut-être cette possibilité de te dire une fois que t'es basé quelque part, là tu vois, je reviens faire de l'instruction dans tel club. Ouais, parce que c'est toujours un plaisir, quoi, tu vois, de transmettre. Ouais, de transmettre. Je pense que c'est ça, et je pense que ça, je le tire. Je sais d'où ça vient, et je pense que ça fait partie du background que j'ai, quoi. Oui, puis en plus venant toi entre guillemets du terrain, parce que t'es passé par l'expérience PPL. Ouais, c'est ça. T'as la vision, globale, et en plus, alors pas bien souvent, mais il y a quand même une partie des personnes qui s'inscrivent pour un PPL qui voient un peu plus. Que la qualif PPL, et donc effectivement toi ayant passé par ces étapes et en plus ayant à l'étranger pour les préparer, ça peut effectivement venir en plus dans ton cursus. Eh ben écoute, je te remercie. Merci beaucoup à toi Nicolas pour l'invitation. Je te relaisse le mot de la fin juste avant de faire les questions flash. Là, je sais pas si tu as déjà entendu, mais j'ai déjà entendu. Ouais, c'est 10 questions qu'on pose à tous nos invités. Je te laisse le mot de la fin. S'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, s'il y a quelque chose que tu veux aborder, l'antenne est à toi. Écoute, je pense que in fine, je l'ai peut-être déjà dit, mais si jamais vous voulez vraiment faire de votre passion, l'aviation, c'est un milieu super. Ouais. On entend beaucoup de choses qui se disent sur l'aviation qui sont pas forcément toujours très vraies. Donc moi, ce que j'aime bien dire aux gens, c'est allez vous renseigner et en fait chasser tous les mythes que vous pouvez entendre, etc. Et puis par exemple, si vous avez des lunettes, non, vous pouvez quand même être pilote au-delà d'une certaine correction. C'est vrai que moi, quand j'avais été à la classe 1 pour la première fois, je dis ça y est, j'y suis, est-ce que ça va être bon ou pas? Et finalement ça a été bon. Et en plus à Toulouse, hein, c'est vrai que c'était un centre où pas grand monde peuvent s'en sortir, mais c'était un moment, c'est sûr. Même en général, hein, c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui sortent,
qui sont incapacités, enfin ils sont pas bons, tu vois, temporairement, ou ils doivent repasser des examens. Quand toi tu sors, tu te dis voilà. Donc en fait, je pense que si voilà, faut foncer pour cette belle passion, et puis venez faire des vols si jamais vous avez des doutes, et ou si vous pensez aimer ça et que vous n'êtes pas sûr, faites des vols et puis faites-vous votre propre idée en fait. Et c'est super important de faire quelque chose qu'on aime. En tout cas, c'est la chose, je pense, la plus importante dans la vie pro, de se lever, de savoir pourquoi on fait ça et pas l'inverse, quoi. Ouais, et de toute façon, vous avez rien à craindre, enfin, vous avez rien à perdre à tenter. Non, faut tenter en fait. Faut tenter. Faut Ouais. pas c'est ce que je disais, mais faut pas arriver à se dire ah ouais, bah maintenant j'ai tel âge, j'aurais pu faire ça, quoi. Ouais, Voilà, c'est vrai. ça c'est terrible. Bon. Pour moi, à mon sens, c'est terrible. Ouais. Ouais, bah écoute, je le prends comme mot de la fin. Avant de se quitter et de te remercier d'être venu, d'avoir pris le temps, je vais te poser les 10 questions flash. Alors même si je vais t'en rajouter, maintenant j'ai fait une variante avec les ouais pros. Ouais, il y en a une 11e. Ah bah super. Une petite bonus. La première, tu y as déjà répondu, mais bon, pour le fun, je te la repose. Est-ce que t'es plus Boeing ou Airbus? Boeing. Bon ben voilà, sans conteste. Vol de voltige ou vol de promenade, Pépère? Vol de promenade, du coup. J'ai plus ou moins répondu. Alors après, je m'interdis pas plutôt un jour de refaire de la voltige. Mais plus soft. Mais sans y avoir mangé, comme je disais avant, ça peut peut-être aider. Ça sera mieux. Ouais. Toi, t'es plus vol GPS au VOR ou à la carte? Ah, c'est à la carte, c'est sympa quand même, parce que quand tu cherches les patelins. Ouais. Après, malheureusement, en IFR, t'as les yeux dans les cadrans, donc faut aller pour le fun quand même, la carte. Ouais, c'est sympa d'emmener des gens. Alors du coup, tiens, tu me tends la perche, mais la question bonus, quelle est l'IFR? Toi, t'es plus à l'approche ILS, NDB ou à la RNP? Ah, ILS quand même. Ah, bah. ILS, RNP, c'est très bien RNP, mais les NDB, ouais, ça commence à faire vieux. Ouais, en fait, mais c'est des comment Marcelin nous disait que même dans beaucoup d'avions, il y avait plus de NDB. De toute façon, les ADF, ouais, ça. Les ADF sont. Ouais, bah en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que toi, tu penses être en face de la piste parce que tu suis la radiale, le radial de la NDB. Et en fait, t'es là et la piste, elle est là, quoi. Parce que le NDB, il est à cet endroit-là, tu vois. C'est ça, il faut vraiment qu'ils soient alignés comme il faut. Mais ouais, LPV, ILS, oui, sans problème, c'est les meilleures approches. C'est les moins, voilà. Bah oui, alors bon, toi, t'es plus moteur, réacteur ou turbine? Ça dépend de la situation. Ça dépend, quand même. Ça dépend si tu veux de l'inertie ou si tu veux une réponse instantanée, quoi. C'est ça. Bon, allez, pour ce qui m'attend, je pense turbine, ouais. Les atterrissages vent de face ou travers? À travers, quand même. Ah bah oui. Ça, c'est plus challengeant. Du coup, VFR ou IFR? Ouais, compliqué aussi. Hein. Bah, je veux dire, je pense qu'on vient tous du même milieu, donc tous VFR, mais... Ouais. Ah, c'est dur. Ah, je sais pas si je peux répondre les deux, mais... Oh, tu pourrais. Allez, bah les deux. Allez, les deux, si tu veux. Si je pourrais, je peux. Alors, une question j'attends un jour qu'il y en ait un qui me réponde la deuxième question, je suis pas certain de l'avoir. Kiss landing ou hard landing? Ah, Kiss landing quand même, parce que hard landing, ça te fait écouter 121.5 derrière pour voir si t'as pas déclenché la balise. C'est ça. Tu préfères être au sol ou en l'air? Ah, en l'air. Hein. Bah oui. Seul ou accompagné? Ah, ça dépend. Parfois, tu vois, moi, en fait, j'aime l'interaction sociale, j'aime bien ça. Ouais. Mais en fait, quand j'ai fait ça justement quand j'étais en master en fait des inventaires de personnalité. Et en fait, il s'avérait que j'étais quand même une personne assez introvertie. Okay. Pour les gens qui me connaissent, ça va peut-être vous faire bizarre, mais oui, mais j'ai un moment j'aime bien recharger les batteries, c'est-à-dire à cet après-midi, ouais, je passe toute l'après-midi dans ma chambre tout seul, où je vais me promener tout seul parce que j'ai besoin d'être avec moi-même et en fait, j'ai besoin de recharger les batteries. C'est comme ça que je recharge dépend du moment, quoi. Voilà. En fait. Donc je pense, ouais. C'est sympa après d'aller se dire allez on va à Nancy, on va manger une grillade. On y va, bah ouais, allez, accompagner. Accompagner, allez vendu. Les naves c'est mieux quand même accompagner. Et enfin la dernière question, c'est avec ou sans moteur? Toi qui as fait du planeur. J'ai fait du planeur, ouais. Oui, c'est ça. Donc du coup, ça fait moins de bruit, c'est sûr, ça pollue moins, oui, il faut pas se le cacher. Aussi. Ouais, on a toujours coutume de dire que quand le ventilateur de devant tourne, le pilote a moins chaud. Ouais, c'est vrai. Bah écoute, avec moteur quand même, parce que bon, t'as envie que ça vole, t'as envie de construire un peu de portance autour des ailes, quoi. C'est ça. Tu vas un peu plus loin, on va dire. Ouais, c'est ça. Même si ça consomme, c'est sûr que au moins t'as envie d'aller loin, quoi. C'est ça. Bon bah écoute, merci à toi. Merci du temps que tu as consacré à Pilote Podcast. Merci d'être venu.
Merci beaucoup à toi, Nico, c'est super. Écoute, c'est un super échange. J'espère que cet échange servira aux pilotes ou futurs pilotes qui nous écoutent. C'est vrai que je parle toujours de pilotes, mais on m'a fait remarquer qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas pilotes, mais qui aiment l'aviation et qui aiment bien écouter le podcast. Donc voilà, j'espère que cette expérience de professionnalisation de pilotes de ligne, et en plus en dehors de la France, vous aura donné des idées, vous permettra de vous ouvrir à d'autres horizons. Je vous remercie de nous écouter. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait très plaisir sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast et même sur YouTube. Vous avez maintenant l'audio sur YouTube Audio. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast sur Pilote Podcast. Bonne journée à tous. Pilote Podcast. Écoutez, comprendre, découvrir, voler. Bienvenue chez Pilote Podcast. Ici, c'est le podcast de ceux qui aiment, qui pratiquent ou qui sont passionnés d'aviation. Vous retrouverez tout ce qui concerne l'aviation, les clubs, les pilotes, les métiers de l'aérien sous forme d'interviews. Cet espace vous est également ouvert, alors n'hésitez pas et contactez-nous dès à présent par mail à pilote.podcast.contact@gmail.com.